Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler d'un sujet très grave, peut-être un des plus graves de tous d'ailleurs, qui concerne l'appauvrissement tendanciel de la France et de la population française. Et l'une de ces raisons, c'est pas la seule, mais l'une de ces raisons étant la dégringolade de l'industrie française. Pourquoi ? Parce que l'industrie, c'est à la fois la production de richesses, c'est la production de biens industriels, c'est des créations d'emplois, c'est de l'innovation et de la recherche, c'est un rayonnement planétaire, c'est ce qui permet à une France de rayonner. Alors la désindustrialisation, on peut la voir sous quelques graphiques. Regardez ce que je vous propose. En fait, il y a à peu près autant de chiffres que de graphiques parce que ça dépend de quoi on parle. Est-ce que l'on parle de la part du produit intérieur, dans le produit intérieur brut français, de la part de la stricte industrie manufacturière? Est-ce que l'on parle de l'industrie au sens large? Est-ce que l'on parle de l'industrie et des services industriels? Donc il y a des différences entre les données statistiques qui sont disponibles. Mais une chose est certaine, c'est que toutes les statistiques convergent pour montrer que l'industrie, que ce soit au sens strict ou au sens large avec les services industriels, est en déclin rapide en France, dans le produit intérieur brut de la France. Regardez ces deux tableaux. Et voici le premier qui est extrait de la Banque mondiale. Donc ça, c'est l'industrie au sens large avec les services, qui nous indique que en 1900, dans les années 60-70, on était aux alentours de 29% du PIB en production industrielle et services industriels, donc un petit peu en dessous de 30%. Et vous voyez sur ce graphique que c'est une dégringolade qui va atteindre environ 18% en 2015. Et sur ce nouveau graphique, cet autre graphique qui, lui, n'est pas de la Banque mondiale, mais qui vient de l'INSEE avec une analyse de la société privée BPI Finance, eux, ils ont d'autres données. Ils voient la part de l'industrie manufacturière, donc au sens strict, à 20% en 72 et non pas à 28%. Mais là aussi, ce graphique dégringole. Et il a le mérite par rapport au précédent d'aller au-delà et d'aller quasiment jusqu'à notre époque en 2022, où l'on voit que l'on est tombé en dessous de 10% de produits intérieurs bruts pour l'industrie manufacturière. Et là, nous touchons du doigt quelque chose qui est important, c'est que, en fait, les pouvoirs publics sont bien obligés de constater que la désindustrialisation ne sort pas d'un chapeau. Elle tient au fait que de plus en plus d'entreprises sont contraintes de mettre la clé sous la porte. Et donc, les gouvernements, pressés par les événements, ont été obligés de faire des dons, en fait, des aides financières de l'État aux entreprises. Or, ces aides sont en très forte croissance. Comme vous le voyez sur ce graphique de Statista, qui regroupe le total des dépenses fiscales classées, les dépenses socio-fiscales et les dépenses budgétaires bénéficiant aux entreprises, en fait, le montant des aides publiques aux entreprises ne cesse de grimper depuis l'an 2000, où il était de 40,5 milliards d'euros en l'an 2000, le montant de l'aide publique, c'est-à-dire 2,7% du produit intérieur brut, et où il est monté en 2019, d'après ces statistiques, à 156,9 milliards d'euros, c'est-à-dire 6,4% du produit intérieur brut. Alors ça, je le cite parce que c'est quelque chose de vraiment important. C'est que lorsque on étudie les raisons du manque de compétitivité des entreprises françaises et de l'industrie française, il y a évidemment beaucoup de gens qui citent le fait que les prestations sociales sont très élevées en faveur des Français, que les Français ne travaillent pas assez, etc. Mais on oublie de préciser quand même que les aides aux entreprises pèsent très très lourd et également dans le budget de l'État. Et d'ailleurs, on voit à ce moment-là les libéraux, les ultra-libéraux, garder motus sur cette question, notamment on se rappelle l'affaire du CICE, pour le crédit pour les entreprises, qui avait coûté, je crois, à soi seul 10 milliards d'euros et qui en fait avait été une espèce de pur cadeau à des entreprises qui n'en avaient pas besoin. C'est une invention du temps de François Hollande. Alors quand vous lisez la littérature bien pensante, quand vous lisez les Échos, par exemple, je regarde ici les Échos du 14 février 2024, donc du mois de février dernier, le président de la République a fait de la réindustrialisation de la France un axe majeur de ces deux quinquennats. Outre le financement, faire revenir de grandes industries dans l'Hexagone présente de nombreux défis, que ce soit l'accès au foncier, la formation des salariés ou encore la décarbonation du secteur. Voilà. Donc à en croire le journal Les Échos, le problème de la désindustrialisation, ce serait le manque de financement. C'est pour ça que d'ailleurs Macron pioche dans le budget de l'État pour financer, comme on l'a dit,
ces programmes France 2030 et France Relance. Ce serait aussi l'accès au foncier, c'est-à-dire la difficulté pour une entreprise de créer, d'installer une usine, de trouver les endroits où on peut construire une usine sans que ça soit une levée de bouclier auprès des populations avoisinantes et sans que le foncier ne soit trop élevé non plus. Ça serait aussi les questions de décarbonation, donc des contraintes de protection de l'environnement, de non-émission de CO2. Voilà, ce serait ça les contraintes. Si on gratte un petit peu ailleurs, on découvre qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres raisons, qui avancent d'autres raisons. Les autres raisons, ça serait le manque de compétitivité de la France dû au fait que les Français ne travailleraient pas assez. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Les Français sont des fainéants, ils travaillent moins que les Allemands. Il y a aussi ceux qui considèrent, qui n'ont pas d'ailleurs tout à fait tort, que ce sont les prélèvements obligatoires en France qui sont extrêmement élevés, parmi les plus élevés du monde, et que donc l'État en France, qui est une espèce de gigantesque Moloch, qui capte tout pour lui, et qu'il faudrait dégraisser le mammouth, comme ça avait été dit jadis, dégraisser l'État. Sans préciser d'ailleurs au passage ce que l'on entend par l'État, il est de bon ton pour les gens qui pensent comme ceci de taper sur les fonctionnaires de façon générale, en disant il y a beaucoup trop de fonctionnaires, mais quand on leur demande où est-ce que vous voulez supprimer les fonctionnaires, là il y a déjà beaucoup moins de monde, parce qu'en règle générale, les mêmes qui disent qu'il y a trop de fonctionnaires en général trouvent qu'il n'y en a jamais assez en particulier. Il faudrait qu'il y ait plus de fonctionnaires dans la police, plus de fonctionnaires dans la gendarmerie, plus de fonctionnaires dans la justice, plus de fonctionnaires dans l'armée, plus de fonctionnaires dans les hôpitaux, plus de fonctionnaires dans les écoles et dans le système éducatif, plus de fonctionnaires dans les centres de recherche, etc., etc. Voilà. Mais, il y a un mais dans tout ça. C'est que la raison, les deux raisons les plus fondamentales de la désindustrialisation de la France sont passées à la trappe. On n'en parle jamais, ou quasiment jamais dans toute cette presse, jamais dans un plan présidentiel, bien entendu, jamais dans les grands partis politiques qui ont pignon sur télévision. C'est quoi les deux principales raisons des délocalisations et de la désindustrialisation ? La première raison, c'est la levée de toutes les restrictions aux échanges de mouvements de capitaux. La circulation des mouvements de capitaux était réglementée. Ça ne vous étonne pas pour les gens qui me connaissent. Ça fait 17 ans et demi que je le répète. La circulation des mouvements de capitaux était strictement réglementée en France jusqu'en 1986, jusqu'à l'acte unique européen. Elle était réglementée, c'est-à-dire qu'une entreprise ou un particulier n'avait pas le droit de sortir de l'argent pour aller construire une usine à l'étranger, sauf s'il en obtenait l'autorisation expresse par une décision de l'État pour des raisons de politique générale et d'intérêt supérieur de la nation. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Par exemple, l'État avait autorisé Peugeot à créer une usine de fabrication automobile de 504 en Iran. À l'époque, c'était avant la révolution iranienne, parce que ça créait une filière automobile en Iran. Ça développait l'image de Peugeot dans tout le Moyen-Orient. Ça créait de l'emploi en France, parce qu'il y avait des boîtes automatiques, des engrenages, des pièces détachées qui étaient fabriquées à Sochaux pour envoyer en Iran. Ça facilitait le développement industriel d'un pays ami, le pays de l'Iran de l'époque, du Shah d'Iran. Et puis, il n'y avait aucun contre-effet, puisque la production de ces automobiles, sur un marché naissant, ne pouvait pas ensuite être réimportée en France, puisque nous étions maîtres de notre commerce extérieur. Eh bien, c'est ça qui a volé en éclats en 1986, avec l'acte unique européen, qui a été ensuite gravé dans le marbre de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, du traité de Maastricht, qui aujourd'hui est le TFUE. Donc dans cet article, il est désormais prévu que toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux est interdite entre les États membres et entre les États membres et les États tiers. Je l'ai déjà expliqué 100 fois, allez vous renseigner sur d'autres vidéos précédentes. C'est ça qui a été à l'origine, à partir de 1993, suite à la ratification du traité de Maastricht par les Français par référendum le 20 septembre 1992. C'est ça qui a été à l'origine des délocalisations industrielles massives, les transferts d'usines qui ferment en France pour ouvrir à l'autre bout du monde, et qui est à l'origine de la désindustrialisation. Alors ça, c'est quand même le point fondamental. Or, jamais Macron, jamais les responsables politiques des autres formations ne le disent. C'est le point numéro 1. La deuxième raison essentielle, c'est notre appartenance à l'euro. C'est-à-dire que nous avons, la France a une monnaie qui s'appelle l'euro, qui est une monnaie commune et non pas une monnaie unique, je vous renvoie à tout ce que j'ai pu dire sur le sujet, mais qui a le même taux de change par rapport aux monnaies mondiales et notamment par rapport au dollar. Or, le taux de change de l'euro est calculé
par les marchés financiers internationaux en fonction d'une espèce de cote mal taillée entre ce que serait coté le Deutsche Mark de la puissance industrielle la plus importante et la plus compétitive d'Europe, qui est l'Allemagne, d'un côté, et la drachme grecque, qui est la puissance industrielle la plus faible, si l'on peut dire, de l'Europe, de l'Union européenne, de l'autre, de la zone euro. Voilà. Donc là-dedans, la France participe à une monnaie dont le taux de change n'est pas calculé par la Banque de France, ni par le ministère des Finances français, ni par le gouvernement français, ni pas imposé au marché financier. On ne peut pas l'imposer d'ailleurs, mais on peut quand même le réguler en augmentant, en jouant sur les taux d'intérêt. Nous n'avons plus cette possibilité, puisque nous appartenons à la zone euro et que les taux d'intérêt sont fixés par la Banque centrale européenne à Francfort pour l'ensemble de la zone. Donc les taux d'intérêt sont fixés avec un objectif de ne pas de trop d'inflation à l'intérieur de la zone euro, mais cet objectif n'est pas forcément compatible avec une monnaie dont le taux de change serait compétitif pour l'économie française. Plus exactement, on a pu voir depuis la création de l'euro que pratiquement tout le temps, l'euro a un taux de change qui est trop cher pour l'économie française. Trop cher. Et il y a une statistique, il y a des statistiques qui ont été faites, vous le savez, par un think tank allemand, une étude qui a été faite sur les années 1997-2017. Et sur cette période de 20 ans, sur l'impact du passage à l'euro, sur la prospérité par habitant, on s'aperçoit que l'Allemagne et les Pays-Bas ont été les très grands bénéficiaires de ce passage. La France a été au contraire tout à fait, ça a été un désastre pour la France. Selon ce centre de politique européenne allemand, entre 1999 et 2017, la France, du fait de son appartenance à l'euro, a perdu, regardez le graphique, 3 591 milliards d'euros à cause de l'euro. Notez bien d'ailleurs que ce 3 591 milliards d'euros calculé par ce think tank est assez voisin des 3 100 milliards d'euros d'endettement que nous avons. Alors ce n'est pas forcément comparable, d'abord parce qu'il y avait déjà un endettement auparavant, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette dette que nous avons créée, c'est aussi pour pallier les problèmes créés par notre appartenance à l'euro, je le disais tout à l'heure, en subventionnant par exemple les entreprises pour qu'elles restent compétitives. Le même centre de politique européenne calcule que les perdants à l'appartenance à l'euro, c'est d'abord l'Italie avec une perte brute sur 20 ans de 4 325 milliards d'euros, puis la France 3 591 milliards, puis le Portugal 424 milliards, puis l'Espagne 224 milliards, puis la Belgique 69 milliards. Alors que, au contraire, les deux pays qui ont vraiment profité de l'euro, c'est l'Allemagne avec plus 1893 milliards et les Pays-Bas avec plus 346 milliards d'euros. Ce qui signifie, vous avez déjà certainement vu passer ces statistiques, sur lesquelles d'ailleurs on aimerait que M. Macron, mais aussi tous ceux qui prétendent à la fonction de Premier ministre ou à la fonction présidentielle, on aimerait que tous les dirigeants politiques français s'expriment. On aimerait qu'il y ait un débat public à la télévision sur cette question. Selon les Allemands, les chercheurs allemands, notre appartenance à l'euro a en fait bénéficié aux Allemands d'une augmentation de la prospérité de 23 116 euros par personne en Allemagne, de 21 003 euros par personne aux Pays-Bas. En revanche, leur appartenance à l'euro a coûté aux Italiens 73 605 euros par personne pendant 20 ans et aux Français 50 996 euros par personne. Personne, au passage, je l'ai dit, ne parle de ces sujets. C'est quand même incroyable. Alors, je n'ai pas dit, bien sûr, que ces deux questions, j'y reviens, je précise, je le répète pour que les choses soient bien claires, je ne dis pas que la libre circulation des mouvements de capitaux d'une part et que notre appartenance à l'euro d'autre part sont les seules raisons explicatives. Il y en a d'autres, qui sont d'ailleurs corrélées. Par exemple, le fait que la compétitivité de l'économie allemande est supérieure à l'économie française. Et ça, c'est dû au fait que ça fait depuis des décennies, même on peut dire des siècles, d'au moins 2 siècles, que l'Allemagne a une industrie plus performante. Les Allemands sont un peuple plus industrieux, c'est le cas de le dire. Il y a une plus grande discipline au travail, il y a peut-être une plus grande productivité par personne, etc., etc. Voilà. Donc ça, ce sont des données à long terme, des données structurelles. C'est vrai aussi que la France a des prélèvements obligatoires trop élevés. Ceci est exact. Mais moi, ce que je dis, c'est que, même en admettant qu'il y a d'autres raisons, il faut savoir ce sur quoi on a prise.
Le fait que les Allemands soient un peuple plus industrieux, qu'il y ait peut-être plus de sérieux au travail, plus de discipline au travail. C'est peut-être des idées reçues, mais je crois que ça correspond quand même à un petit quelque chose. Le fait que l'Allemagne bénéficiait d'une source d'énergie intéressante avec le charbon et puis avec le gaz russe, la France grâce à l'énergie nucléaire, tout ceci, ce sont des phénomènes qui sont structurels. Le fait que la France a des prélèvements obligatoires importants, plus importants que ses voisins, c'est regrettable, il faut essayer de lutter contre. Mais je signale cette petite anecdote, c'est qu'il paraît qu'en 1900 ou 1905, les prélèvements obligatoires aux États-Unis d'Amérique étaient de 7% du PIB, et en France, ils étaient déjà de 19% du PIB. Alors évidemment, maintenant, ils ont atteint des sommets. Mais ça veut dire que déjà, il y a 120 ans, les prélèvements obligatoires en France étaient parmi les plus élevés du monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons affaire à un phénomène de nature structurelle. Dit autrement, et de façon familière, on découvre que les Français sont des Français et les Allemands des Allemands. De même que c'est une grande révélation que je vous fais, les Grecs sont des Grecs et les Italiens des Italiens. Et les Néerlandais des Néerlandais. C'est-à-dire que on a beau protester, tempêter, etc. Il faut d'ailleurs essayer de réduire, bien sûr, cette voilure. Il faut essayer de réduire les prestations sociales, certainement. Mais c'est facile de le dire et c'est beaucoup plus difficile de le faire. Ça fait quand même des décennies qu'on voit se succéder à l'Élysée des présidents de la République, depuis Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, puis Emmanuel Macron, qui, lorsqu'ils arrivent à l'Élysée, expliquent que la France est trop endettée et qu'il va falloir réduire le déficit budgétaire. Et ils n'y arrivent pas. Alors moi, j'aimerais aussi qu'on ait un grand débat national. Pourquoi Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron ne parviennent-ils pas depuis 20 ans, 25 ans à réduire le déficit budgétaire? Est-ce que c'est possible qu'on ait un débat sur cette question? Parce que je connais bien tous ceux qui disent oui, Yaka, Faucon, il faut supprimer ci, il faut supprimer ça. Mais l'État, lorsqu'il essaie de faire ça, les gouvernements, lorsqu'ils essaient de faire ça, ils se ramassent parfois des jacqueries ou des débuts quasiment de sédition ou de révolution. Regardez l'affaire des Gilets jaunes, qui est quand même restée dans toutes les mémoires. Et regardez comment Macron n'en menait pas large en définitive, même si il y est quand même allé au forceps, à grand coup de 49.3 ensuite sur des réformes comme la réforme des... Si nous avons en France l'homme le plus riche du monde, M. Bernard Arnault, la femme la plus riche du monde, Mme Meyer-Bettencourt, si nous avons en France un nombre de millionnaires tout à fait significatif par rapport à d'autres pays du monde, malgré la relative faiblesse du nombre de la population française, c'est que nous sommes dans une situation où les plus grosses fortunes font des bénéfices considérables. La libre circulation des mouvements de capitaux et l'euro qui permet d'évacuer les problèmes des évolutions de taux de change, tout ceci sert les intérêts des multimilliardaires. Et quand vous êtes multimilliardaire, que vous avez un système qui vous favorise à ce point, qui vous permet de vous hisser parmi les plus grandes fortunes mondiales, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites tout pour que ce système perdure. Même s'il est en train d'entraîner tout un pays comme la France dans un désastre industriel, dans une paupérisation généralisée, dans une chute du niveau de vie, et tout ce qui va avec, comme l'augmentation verticale de la criminalité. Et pour maintenir ce système, eh bien, qu'est-ce que vous faites si vous êtes multimillionnaire ou multimilliardaire? Vous achetez des médias, des télévisions, des radios, des journaux, des magazines, pour faire quoi aux Français? Qu'il ne faut surtout pas sortir de l'euro, surtout pas, que ce serait une catastrophe absolue, et qu'il ne faut surtout pas sortir de l'Union européenne, que ce serait être d'extrême droite, que ce serait être raciste, xénophobe et tutti quanti. Alors Macron donc lance ses programmes, fait de la communication, mais qu'est-ce que l'on constate? Si j'en crois un article de l'usine Nouvelle du 27 juin 2024, qui conclut qu'il y a eu plus de fermetures d'usines que d'ouvertures, la réindustrialisation est à la peine en France au début 2024. Selon le baromètre exclusif de l'usine Nouvelle, les fermetures ou menaces de fermeture d'usines ont dépassé sur les 5 premiers mois de l'année 2024 les ouvertures de nouveaux sites industriels. Alors, voilà. Bien sûr que Macron peut mettre en avant telle ou telle création d'une usine, surtout s'il a mis de l'argent. On paye combien d'ailleurs de fois
l'État a-t-il donné de l'argent, des subventions à des industriels français ou étrangers pour qu'ils investissent, qu'ils reprennent, qu'ils soient les repreneurs d'une usine qui battait de l'aile? Et donc là, on avait des grands cocoricots sur le thème, ça y est, telle entreprise est sauvée. Bravo Macron, bravo François Hollande. Ils ont réussi à sauver l'appareil industriel. Et puis on apprend 6 mois, 1 an après, que l'industriel qui a acheté, en fait, il a commencé à faire de la vente à la découpe, il a commencé à licencier telle ou telle partie des salariés, il a vendu des machines, et en fait, il a été ce qu'on appelle, c'est une espèce de prédation. Mais donc Macron va faire valoir, et les services de l'Élysée, le nombre d'emplois créés, le nombre d'industries, mais jamais un mot sur le nombre d'usines qui ferment et dont on apprend par l'usine nouvelle qu'il est supérieur aux usines qui auraient été créées. Alors, je voudrais conclure cette intervention. Parce que il faut quand même que les Français comprennent que nous sommes dans une situation d'impasse. Il y a plusieurs raisons qui expliquent la désindustrialisation de la France. D'abord, un phénomène assez général dans de nombreux pays très développés de tertiarisation, comme on dit, c'est-à-dire de passer à des activités de conseil, des activités de la finance, le marketing, la publicité, les jeux vidéo, etc. C'est-à-dire ce que certains appellent le secteur quaternaire également. Donc le secteur industriel, au style de l'industrie lourde, au sens de l'industrie lourde, a tendance à diminuer. C'est un fait. Il y a certains qui invoquent la question démographique. Voilà, il faut que pour une industrie se développe, il faut encore avoir une base de consommateurs qui se développe, ce qui n'est pas forcément le cas dans les pays européens et en particulier en France. Il y a le pourcentage de prélèvements obligatoires qui pèse sur la compétitivité, le nombre excessif, sans doute, de fonctionnaires et en tout cas de niveaux administratifs. Il y a peut-être la durée du travail, des prestations sociales qui sont peut-être trop généreuses. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel de l'essentiel, c'est que nous ne pouvons pas lutter contre les délocalisations, donc contre la désindustrialisation, tant qu'il y a la libre circulation des mouvements de capitaux complète imposée par l'Union européenne et par notre appartenance à l'Union européenne. Et que les entreprises françaises ne peuvent pas être compétitives structurellement, sauf peut-être tel ou tel champion, mais globalement elles ne le peuvent pas parce qu'elles sont en plus de tout non seulement confrontées à des entreprises qui travaillent au Bangladesh, au Vietnam, en Chine, en Inde, qui bénéficient de salariés qui ont des niveaux de vie très inférieurs au niveau de vie français, avec des charges sociales très inférieures, avec des contraintes environnementales très inférieures. Mais en plus de ça, nos entreprises sont pénalisées par notre appartenance à l'euro et à la zone euro, dont j'ai rappelé tout à l'heure, par ce think tank allemand, à quel point ça nous avait coûté de l'argent et à quel point cela place les usines et les industries françaises en situation de sous-compétitivité chronique. Alors une fois que j'ai dit tout ça, on en arrive à la vraie conclusion. La conclusion, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il est clair que si nous proposons de sortir de l'Union européenne, ça n'est pas par ringardise, par nostalgie, par xénophobie, par racisme, que sais-je encore, tout ce qu'on a pu entendre comme désinformation, c'est tout simplement pour rendre aux Français la maîtrise de justement, de ce qui va permettre ou non d'autoriser les délocalisations industrielles, et pas seulement d'ailleurs. C'est aussi ce qui permettra de contrôler les mouvements de capitaux et de faire baisser considérablement l'ensemble de la fraude fiscale organisée par les plus grandes sociétés multinationales qui arrivent à déclarer des absences de profits en France et des profits dans des paradis fiscaux pour en fait réduire à quasiment zéro la fiscalité, les impôts sur les sociétés qu'ils doivent au fisc français. Nous ne sommes pas ignorants de la situation financière des entreprises. Nous voulons supprimer les cadeaux faits aux entreprises du style, et le CICE, du style ces 150 milliards d'euros que l'État dépense, comme je l'ai montré tout à l'heure, pour maintenir les entreprises au niveau de la compétitivité. Dans la mesure où nous serons sortis de l'Union européenne, dans la mesure où nous serons sortis de l'euro et où le nouveau franc se sera déprécié de l'ordre d'une 10 à 15%, ce qui rendra les importations plus chères, mais ce qui rendra les exportations beaucoup plus compétitives, nous verrons diminuer le nombre de chômeurs, nous verrons se rétablir nos comptes publics, nous verrons diminuer les déficits sociaux, nous verrons également qu'il n'est plus nécessaire d'assurer la compétitivité des entreprises en déversant des centaines de milliards d'euros, je dis bien des centaines, 150 milliards, sur les entreprises. Dans le programme que j'avais présenté, il y avait aussi le souci de diminuer les charges d'intermédiation de l'État au sens large. C'est-à-dire que, notamment, j'avais prévu de diminuer de 50% les charges patronales pour les PME réalisant moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.
J'avais prévu également un choc de simplification des normes pour favoriser la compétitivité des entreprises en supprimant le plus grand nombre possible de réglementations françaises qui sont en fait des réglementations européennes. D'après certaines estimations venant du Royaume-Uni ou des Pays-Bas, la France pourrait ainsi faire des économies de 40 milliards d'euros pour les entreprises, notamment avec des paperasses, avec des réglementations européennes qui ne seraient plus d'actualité. J'avais prévu aussi de faire des économies dans le train de vie de l'État, mais pas seulement de l'État dans le train de vie, fondamentalement des collectivités locales, puisque l'État, en fait, a vu le nombre de ses fonctionnaires réduit. L'État stricto sensu, je ne parle pas des collectivités locales. Donc dans mon programme, j'avais prévu d'alléger les strates administratives qui font peser un fardeau considérable sur le dos des Français. Comment ? Les économies se chiffraient par dizaines de milliards. La suppression des coûts budgétaires liés à notre appartenance à l'Union européenne, que j'estimais à 12 milliards d'euros par an d'économies. La suppression des conseils régionaux, que nous remplacerions par des établissements publics administratifs de coopération légers, comme c'était le cas au début des années 70, dans les années 72, sous Georges Pompidou, ça permettrait de supprimer 1758 postes de conseillers régionaux, des frais d'investissement et de fonctionnement considérables et des doublons administratifs avec les conseils départementaux, tout ceci étant par ailleurs très préjudiciable à la lisibilité de l'action des pouvoirs publics. Économie, 5 milliards d'euros par an. La suppression des coûts budgétaires liés à notre appartenance à l'OTAN, économie 400 millions d'euros. La réduction, par une réforme constitutionnelle, du nombre de parlementaires que nous réduirions de 35%. On n'a pas besoin de 577 députés et de 354, je crois, sénateurs. L'économie, si on réduit de 35%, 120 millions d'euros par an. La réduction de 50% du nombre de conseillers départementaux, économie 75 millions d'euros par an. L'abolition des financements publics aux partis politiques, 70 millions d'euros. Après tout, nous nous débrouillons sans aucune aide de l'État. Eh bien, pourquoi il n'en est pas de même pour tous les partis politiques ? Voilà. Chaque parti politique doit être financé par les Français, ce qui permettrait d'ailleurs d'éviter de maintenir en surfusion comme ça des partis politiques où il n'y a quasiment pas d'adhérents ni de donateurs, tout simplement parce que c'est un parti de notables et qui est uniquement entretenu par l'État parce qu'il bénéficie d'année en année, d'élection en élection, d'élus par tout simplement force acquise du mouvement. Je pense notamment au MoDem ou à l'UDI où il n'y a pratiquement personne. Supprimons les subventions aux partis politiques. Que chaque parti fasse comme il le peut, comme nous on le fait et comme on y arrive très bien. J'avais prévu également de réduire les frais de fonctionnement et de déplacement du président de la République et du gouvernement de l'ordre de 30%. 42 millions d'euros d'économies. La suppression du CICE pour les grandes entreprises, 10 milliards d'euros d'économies. Voilà toute une série de mesures qui permettraient d'alléger considérablement le fonctionnement de la Maison France, de redonner à cette maison le muscle nécessaire, d'alléger évidemment derrière les charges qui pèsent sur les entreprises. Mais tout ceci n'est possible, encore une fois, que si préalablement on s'est assuré de pouvoir surveiller et interdire les délocalisations, et si on s'est assuré d'avoir une monnaie qui corresponde à la compétitivité de l'économie française.